Alors, je suis arrivée dans le monde du bal folk toute petite. Je pense genre dans les 8 ans. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'habitais en Ariège. Et ma mère avait un copain qui était le parrain de mon frère d'ailleurs, qui jouait du diato. Et un jour, je me rappelle chez lui de tomber sur cet accordéon rouge à paillettes, tu vois, le truc ultra flashy, un truc incroyable. Et donc moi, du haut de mes 8 9 ans, je sais plus quel âge j'avais exactement, j'étais complètement en extase. Et puis j'ai adoré aussi ce parrain de mon frère, Gérard Garrigue, là, qui jouait dans les Garelles, un groupe de trad. Où c'était que du chant, en fait, quasiment. Et il jouait de l'accordéon aussi. Et donc j'ai un souvenir d'avoir flashé complètement là-dessus. Et à tel point qu'il me l'a prêté, donc en fait il avait un soufflet à moitié percé, enfin je me rappelle, je pense que ça cassait pas des briques, mais que j'ai commencé comme ça en fait, un peu toute seule, il m'a montré à faire deux trois trucs avec les basses, poum poète poète, et hop c'était parti quoi. Et donc j'étais à fond, à tel point que mes parents ont fini par m'acheter un accordéon, ce bon vieux Honor 2915 là, le noir et doré, celui des débutants. Et du coup, j'ai été vraiment emballée par ça. Donc, au départ, j'apprenais toute seule des airs un peu à l'oreille comme ça. Puis très vite, ma mère nous a amenés au cercle occitan à Foix, je me rappelle le mardi. On allait danser, on a amené un petit pique-nique, c'est hyper sympa. Il y avait pas mal d'enfants en plus. Et, euh, et du coup, il y avait un chouette gars, Daniel Marquez, qui m'a appris quelques morceaux comme ça de trad, quoi. Et puis donc là, les danses aussi, je me rappelle qu'on adorait avec ma soeur la Scottish, on était grosses fans de Scottish. La mazurka, ça nous semblait extrêmement compliqué, donc non. Les cerfs circassiens, tout ça, puis après il y a toutes les bourrées d'Ariège, enfin bref, donc je suis tombée là-dedans assez petite, quoi. Et puis voilà, après ça s'est vite tassé tout ça, parce que j'ai déménagé à Pau chez mon père, et là du coup bah, j'ai essayé de trouver des cours d'accordéon, puis pareil, un truc un peu sympa pour aller danser, puis en fait, bon, il y avait Loussa Biarnès à Pau, et à l'époque, il y avait Jean-François Tisnet qui donnait cours d'accordéon pour enfants, donc j'en ai pris un peu. Et malheureusement, il a arrêté, je sais pas, au bout de deux trois cours, il a arrêté, il s'est fait remplacer. J'ai essayé de suivre les cours adultes, mais c'était trop tard, j'étais crevée, bref. Puis en plus, j'ai ce fameux souvenir de, tu sais, le cours de musique en sixième où on te dit ah alors, est-ce que vous jouez d'un instrument, les enfants? Oui, de l'accordéon. Et là, tout le monde se fout de ta gueule, parce que l'accordéon, c'est ringard, quoi. Donc Yvette Horner et compagnie, merci. Qui était d'ailleurs, cela dit en passant, excellente, hein, Yvette Horner. Et du coup, voilà, donc je me suis retrouvée à passer. J'ai voulu prendre des cours de batterie, quoi. Et malheureusement, en appartement, mon père était pas très chaud, donc finalement, je me suis mise à. J'ai fait des percus africaines, un peu tout ça, avec une MJC. Et puis l'accordéon, je le sortais une fois par an pour faire plaisir à ma maman, pour jouer un peu des airs que j'apprenais un peu comme ça à l'oreille, ou des vagues trucs dont je me rappelais. Donc ça a été comme ça, mon début. Donc il y a eu une grosse pause, et puis vers mes 18 ans, je dirais, c'est un copain qui a retrouvé mon accordéon dans la maison pendant une fête, un repas de classe chez moi, donc fête de lycée. Et puis il dit ah trop bien tu joues de l'accordéon, vas-y joue-nous un truc. Alors là moi j'étais la merde, je sais plus rien jouer, mais bon j'ai essayé de leur apprendre le cercle circassien parce que je me rappelais vaguement de ça, mais alors c'est gros bordel. Et puis suite à ça, je suis partie en Australie et je me rappelle que là du coup ça m'avait remotivé, donc j'ai pris mon petit honneur avec, qui a pas trop servi, mais un petit peu comme ça de temps en temps quand je me sentais toute seule pendant mon voyage, je me faisais des petits morceaux que je savais pas trop jouer toujours. Et je suis rentrée, je me suis installée à Toulouse là. Et donc là, Toulouse, c'était la grosse fête, je me rappelle, donc j'avais 19 ans par là. Ma sœur, elle était installée à Toulouse, et puis il y avait un petit bar, l'Estanquette, qui organisait plein de petits bœufs les jeudis soirs. Il y avait plein de gens qui jouaient du diato, des jeunes et tout, super. Du coup, là déjà, ça m'avait bien redonné envie. Et suite à ça, je tombe et bien sur Zef qui jouait dans un petit bled en Ariège à côté de chez ma mère. Et alors là, j'hallucine complètement, je me dis putain c'est trop bien. Donc j'étais fascinée. Et voilà. Et là je me suis dit ben c'est trop cool, j'ai envie de m'y remettre. Puis je leur ai un peu demandé tout ça, deux trois infos sur l'accordéon. Et en fait je sais pas comment de fil en aiguille on s'est retrouvés avec ma soeur à partir en stop au Portugal. Voilà. Et donc là, j'ai vu plein de groupes trop bien, c'était génial. Il y avait des. Enfin, c'est la grosse découverte quoi. Je me suis remise à danser pendant une semaine, je me rappelle, j'avais le dos en vrac, puisqu'on dansait nuit et jour, on dormait plus. On était vraiment à fond. Et ça, c'était donc. Ça, c'était en Dansage 2003, je crois. Et donc là, il y avait quelques Toulousains qui étaient là, que j'avais déjà croisés à l'Estanquette, et puis on a décidé de monter une asso.
Donc voilà, on a monté les Balambules à Toulouse, puis pendant, ouais, je suis restée là-dedans pendant un peu plus de 10 ans, quoi, je dirais, jusqu'à 2013, je crois. Organiser des balles, des festoches, le bal de rêve, qui est un gros truc bien délire à l'époque, avec des stages et tout. Donc ça, c'était vraiment, enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Moi, j'étais surtout à fond dans la danse à ce moment-là. Et je crois que c'est à peu près bah, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai voulu me remettre à l'accordéon. Donc j'ai décidé de prendre des cours, je cherchais des trucs à Toulouse, je trouvais rien. Bon, j'ai fini par faire des stages à Grenoble avec les musiciens de Mustradem, Stéphane Miré, Norbert Pignol et compagnie, Jean-Loup Sacchettini, Lucille Brisset. Et puis j'ai acheté mon accordéon, mon premier accordéon, enfin le deuxième du coup, hein, à Marc Serafini, toute contente, j'avais eu un petit peu de sous, donc je me suis jetée dessus. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer en fait. Mais je me rappelle que, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai chopé un espèce de truc de timidité, de trac absolu, qui fait que j'osais pas du tout jouer devant des gens. Donc je me planquais, j'attendais souvent les buffs à 5 heures du mat pour pouvoir jouer, tu vois, les 3 morceaux que je connaissais, et j'avais trop honte. Si par hasard il y avait un des musiciens qui avait composé le morceau qui était dans la pièce, je savais plus rien jouer, j'étais complètement paniquée, voilà. Donc ça c'était l'histoire un peu de, de mes débuts quoi, à l'accordéon, et puis de mes retrouvailles avec l'accordéon plus tard, et voilà. Et du coup après ça s'est enchaîné quoi, entre les Balambules à Toulouse et puis les festivals. Je me rappelle mon premier festival de trad, c'était à Pavie en 2004. Et là il y avait tous les musiciens du Stradem, il y avait ouais, c'était la folie quoi, il y avait plein de musiciens qui jouaient partout dans les rues, c'était vraiment trop trop bien. Donc j'étais à fond quoi, je dansais beaucoup, je jouais un peu, planqué plutôt. Et donc 2005 ou 2006 où j'étais en Italie, encore dans ce fameux festival où j'allais donc tous les étés, tous les hivers pour danser dans strade italienne. Et la première fois j'étais partie sans accordéon, mais j'étais retournée avec, et puis là j'ai rencontré en hiver une fille qui s'appelait Claire qui jouait de la flûte traversière et son copain à la clarinette, et puis du coup on a un peu buffé comme ça, puis là je buffais mais pareil très très tard, puis je jouais des mazurkas trop belles et tout, et en fait j'ai souvenir que j'avais un petit faible pour les mazurkas. J'ai souvenir que les Italiens étaient à fond, quoi, genre, wow, trop bien, avec leur tarentelle, tu vois, le truc hyper énergique, où en fait, t'as beaucoup de jeux de regard, genre, là, tu te prends les bras, puis tu danses ensemble, ouais, pour eux, c'était le gros kiff, quoi. Donc j'ai vraiment souvenir que ça avait cartonné quand même, et à tel point que d'ailleurs, ils nous avaient demandé de remplacer Yves Leblanc, qui faisait du breton, et et qui était malade ce jour-là. Puis nous, on jouait pas du tout ensemble, on avait zéro répertoire commun, enfin, et là, on se retrouve à jouer dans un gymnase pourri avec un son dégueulasse à la place de Yves Leblanc, donc on essaie très peu. Puis ils nous disent bah comme ça, on vous rembourse le festival, c'est cadeau, voilà, et puis vous aurez le repas, machin. Bon, donc on le fait. Alors n'importe quoi, je crois le pire concert du monde. Mais c'était très marrant quand même. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que suite à ça, il y a deux organisateurs de festival italiens qui nous ont, enfin qui m'ont rappelé quoi, en me disant oui, on aimerait bien que tu viennes jouer dans notre festival avec ton groupe, est-ce que t'as un groupe et tout. Donc moi j'ai rappelé illico Claire qui habitait en France, donc que j'avais rencontré en Italie. Puis je cherchais quelqu'un qui fasse plutôt contrebasse et clarinette. Et puis alors bon, je demande ça à des potes un peu, bah, j'aime bien ces instruments et tout. Puis là, quelqu'un me dit, ben Roland, Roland et tout. Puis alors, je voyais vaguement un peu un lutin des bois là dans la forêt en Ariège. Je me disais ouais, bon je le connaissais pas trop. Bon finalement je réussis à avoir son numéro de téléphone, je l'appelle, je dis écoute, on me propose de date en Italie, voilà. Moi je veux du répertoire avec des morceaux un peu que j'ai chopé à droite à gauche, mais voilà, je pense que je vais pas y aller toute seule non plus. Est-ce que ça te brancherait de faire ça avec moi? Puis Claire, et puis il se trouve que Claire elle le connaissait en fait en plus. Donc tout se regroupe comme ça, puis nous dit ok, puis finalement je lui envoie le répertoire en question que je jouais le plus souvent. Et là, bah, il dit ok, je vais le bosser, par contre on pouvait pas se voir pour répéter. Donc on se retrouve à partir faire un concert en Italie, à côté du lac de Comme, et on n'avait jamais joué ensemble. Donc je devrais peut-être pas le dire, ça c'est pas très professionnel. Et là, bon ben voilà quoi, te retrouve sur une scène, on s'est un peu bouffé par les moustiques, et puis alors là, paralysé par le trac. En plus, la contrebasse qu'on nous prêtait sur place, parce qu'il y a toujours un peu ce problème-là, elle est arrivée au dernier moment, donc on était vraiment
Alors on n'a pas pu s'entraîner quoi, on n'a pas pu répéter, donc là c'était vraiment le crash test quoi, c'était la première répète en fait. Et donc on fait ce concert, donc c'était un peu au culot quand même. Avec Claire, on avait un peu bossé, mais avec Roland, pas du tout. Puis ça se passe bien, en fait. Les gens étaient à fond. Enfin, franchement, putain, si je retrouve un enregistrement de ce truc, je crois que j'aurais trop honte. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, donc, grosse éclate avec Roland, une découverte de... On se marre super bien, bon voilà. On retourne en Italie, en fait, tout ça commence en Italie. Ça a coïncidé avec l'apparition des premières mazurkas clandestines, entre guillemets. Je pense qu'on a pas mal participé à ce mouvement, un peu à nos dépens, parce qu'après on nous a fait chier quand on allait jouer des fois en Italie, parce que ah non, mais cet événement, vous pouvez pas l'appeler une mazurka clandestine, il y a des règles, la mazurka clandestine c'est ça, ça, ça. Ils avaient pondu un code légal de la mazurka clandestine, c'était devenu le truc qu'ils faisaient tous les 2 jours, il y en avait dans toutes les villes de l'Italie en même temps, c'était complètement dingue, il y a eu une espèce de mouvement. Alors c'était chouette, parce qu'il y avait, bon, ça nous faisait bien rire parce qu'en fait déjà d'une part on faisait pas que des mazurkas, par ce truc de mazurka clandestine, le nom il était marrant. Après il y avait une super belle énergie et on jouait énormément dans des lieux magnifiques quoi. Genre partout dans les plus beaux endroits de Venise, tu vois, on allait hop en acoustique et puis bam, déboulé de 100 danseurs, je me rappelle d'être arrivé comme ça en jouant dans une gondole, tu vois. C'était pas une gondole, c'était un bateau de potes, mais bon, on est arrivé comme ça sur l'eau en jouant, puis les danseurs ils étaient déjà tous à l'endroit du rendez-vous à Venise et puis ils étaient là. Et là, on arrive sur l'eau, pouf, on descend, on joue. Et puis il y avait facile 200-300 personnes, c'était un truc de fou quoi. Qui était hyper calme pour des Italiens, et puis en acoustique. Puis du coup, on a fait ça à plein d'endroits. Donc en fait, souvent on partait en voyage avec Roland. On a fini par jouer plus qu'en duo d'ailleurs. Et on partait beaucoup, beaucoup comme ça en voyage. On restait facile une semaine. Du coup, c'est des moments un peu où on composait ensemble. Roland avait toujours 10 millions d'idées à la seconde. Du coup, moi, comme j'osais pas trop, ben, je faisais une partie, puis lui, il faisait une suite. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a fini par faire ce premier album, qui est là d'ailleurs, Sonidoro. Donc pourquoi il s'appelle Sonidoro? Parce que justement, cet album-là, c'est une histoire d'amour avec l'Italie un peu. Tous nos débuts avec Loubellia, ils ont été là-bas. On s'appelait pas Loubellia, on s'appelait Piclune quand on jouait avec Claire en trio. Puis après on s'appelait... je sais plus, on cherchait un nom, on n'avait pas trouvé quand on s'est retrouvés tous les deux avec Roland. Et puis un jour en 2013 arrive Chaton, donc Chaton c'est Camille Passery à la trompette, mais bon comme il a un petit peu changé de milieu, tout ça, on ne citera pas son nom. Et donc Chaton, il est arrivé en 2013, je crois qu'il nous a vu jouer en dansage dans un bœuf, et il aimait bien les compos de Roland. Et puis il a dit ah cool, ça me dit bien de partir jouer avec vous. Puis nous on était là, mais lui c'était un peu la star du trad, Quintet à claque et compagnie, il jouait grave, il habitait à Lyon, qu'est-ce qu'il veut jouer avec nous, c'est trop bizarre. Bon, ça avait été un peu difficile quand on s'est séparés de la flûtiste et tout, du coup là, on n'était pas trop chaud de repartir avec quelqu'un qu'on connaissait pas trop. Et là, j'attends, il dit mais c'est pas grave, on se fait une date, on a qu'à faire une date ensemble et puis on verra bien, si c'est chiant, on le fait pas, et puis voilà. Bon, du coup, on se fait une répète qui vire au week-end de fête à Toulouse, et puis on part, un petit peu comme à la Loubellia, quoi. Et on part jouer à Milan avec Chaton. Et c'était, je me rappelle, ils nous avaient demandé un programme avec beaucoup de danses de couple, surtout des mazurkas, parce que c'était la Saint-Valentin, à l'italienne. Donc vous voyez un peu le cliché. Ils avaient fait l'angolo dell'amore, tu vois, un truc avec des coussins rouges partout, des décors pas possibles. Donc c'était une super soirée très rigolote. Et on fait notre premier concert avec Chaton, ça se passe hyper bien. Enfin, nous, on hallucine. Le mec, il avait répété genre 1 heure avec nous, et puis là, ça roule. Donc, c'était parti avec Chaton, et puis pendant 3-4 ans, comme ça, on a fait l'Italie de fond en comble, puis en France aussi, pas mal de trucs. Puis en Angleterre, Kinnersley, tout ça. Donc, on a fait pas mal de festoches. Est-ce qu'on a été. On a même été au Portugal, je crois, ouais. Même le Portugal. Bon, donc voilà, on se fait plein de dates. Ça commence à partir, on sort cet album là, Sonidoro, puis du coup Sonidoro, on cherchait un nom italien parce que ça avait une signification pour nous, il y avait pas mal de morceaux qui étaient liés à des gens en Italie ou composés là-bas, donc on se dit bon allez, on cherche un nom, Sonidoro, c'était joli, ça voulait dire fait de beaux rêves en fait, c'est le truc qu'ils se disent le soir, c'est rêve d'or. Voilà, donc on sort cet album en 2013, on continue, puis Chaton décide de partir, il change de sphère musicale, voilà, les hauts sommets l'attendaient, et puis surtout, du coup, ben, ça lui demandait une grande, grande, grande disponibilité, les nouveaux groupes dans lesquels il jouait, et limite l'exclusivité, quoi, et il était parti vivre à Paris, tout ça, enfin, ça devenait compliqué de jouer ensemble,
Et comme on avait déjà des dates calées avec lui, c'était un peu la galère. Et du coup, ben, il a dit il faut qu'on me remplace et tout ça, on va essayer de trouver quelqu'un. Si on me remplace pas, je vais peut-être me débrouiller. Et puis, c'est là qu'on pense à Florent Lallé, qui donc, lui, avait déjà joué comme guest sur notre premier album au sax et sur Pique Lune, une belle ça 5 ans. Donc, bon, il dit allez, on se fait une répète, voilà, on a bossé un peu avec lui, je pense, c'est le seul avec qui on a vraiment fait des répètes sérieuses et tout. Très très vite, il a chopé le répertoire et on est parti faire notre première date en Suisse avec Florent. C'était à Coinzin, commune de Gland. Alors on était, bien sûr, on a pu faire de bonnes blagues comme ça au micro. Et donc premier bal, un accueil incroyable, ils étaient merveilleux. Luciana, tous nos copains, de Suisse qui organisaient ce bal. C'était vraiment incroyable quoi, ils nous ont accueillis, jacuzzi dans le jardin, chocolat, vin. Alors Florent il se dit putain mais c'est trop bien le trad. C'était la première date qu'il faisait avec nous. On lui a dit tu sais c'est pas toujours comme ça hein, mais bon en tout cas il a bien commencé. Et du coup bon voilà, super accueil, super date. Et puis avec Florent on a fait une grosse tournée Portugal, tournée fête vacances un peu, puisqu'on restait chez des copines, tout ça. Donc voilà, et c'est pour ça que du coup quand on a sorti notre deuxième album, donc c'était 4 ans après, hein, c'est lui, Rua da Alegria, 2017, celui-là, ça c'est une photo en fait, c'est pas trafiqué, c'est vraiment une photo qu'on a prise à Porto dans la rue. Dans la rue où vivait notre copine Elenache, qui est d'ailleurs la bourrée de temps de l'album, et qui nous a accueillis pendant nos folles tournées portugaises. Donc voilà, en fait, ça a continué avec Florent, on a fait pas mal de dates, et puis très rapidement, je sais plus si c'est 2015 ou 2016, après avoir joué en Belgique, on avait rencontré Mich Steph. Et Mich Steph nous propose de faire Saint-Gervais ou Gentine ensemble. Donc nous on se dit cool, ouais, on n'avait jamais vraiment pensé à postuler, enfin on avait peut-être essayé une fois avec Chaton pour la sortie du premier album, mais on n'avait pas vraiment de prof de danse et tout, donc ça n'avait pas marché. Et là ils nous proposent d'y aller ensemble, ils aimaient bien nos morceaux et tout. Puis bon, du coup, on a développé ce truc-là avec eux. On a fait notre première. Je crois que c'était le dernier Saint-Gervais d'ailleurs, donc ça doit être 2016. Et on se fait les ateliers avec Michel Steph, qui nous demande de faire des trucs bizarres, des valses à 7 temps, à 5, 11, mazurka 5, 8, 11, bon voilà. Donc Roland, il suffisait de lui dire vas-y, s'il te plaît, on a besoin de ça, et hop, il te pond un morceau dans la foulée, donc c'était super pratique. Souvent bien, bien en plus. et, euh, et voilà. Et du coup, on a commencé aussi pas mal à bosser avec eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a sorti dans la foulée, l'année dernière, là, on a sorti ce petit CD de danse, où il n'y a rien marqué dessus. Ça, c'était vraiment un CD qu'on avait fait pour les stages, où il y avait donc toutes nos mazurkas et valses asymétriques spéciales pour les ateliers avec Michel Steph. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était voilà, et puis là depuis on a continué à aller avec eux à Argentine. Et depuis, voilà, Loubélia est toujours plus ou moins dans la place, enfin plutôt moins que plus en ce moment, comme tout le monde. Mais je crois que j'ai résumé et Loubélia, et en gros pour moi Loubélia c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent que Loubélia c'est moi, et qui disent ça veut dire quoi, machin, parce qu'en fait c'était mon pseudo-mail. Ça s'écrivait Loubélia, mais je le disais Loubélia, et un jour, je crois que c'est Chaton qui avait dit on a qu'à s'appeler Loubélia, parce qu'au moins tout le monde saura qu'il y a toi dedans. Et j'avais dit ouais, ok. Bon, on n'avait pas trouvé mieux, donc on l'avait appelé comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de signification à ce nom. Par contre, pour moi, c'est quand même plus Roland Martinez, Loubélia, parce qu'il faut savoir que les 2 derniers albums, c'est quasiment lui qui a tout composé, à part une belle valse, Marie, qui a écrite Chaton après son départ pour nous et qu'il est venu jouer avec nous. Et voilà, par 2-3 morceaux, quasiment tout a été composé par Roland là sur les derniers albums. Donc pour moi, Loubélia, c'est surtout une histoire d'amour fou. Je sais pas comment on peut appeler cet amour-là, parce que c'est à la fois de l'amitié, de l'amour, puis l'amour qu'on peut avoir quand on joue avec des musiciens. Les émotions, l'intensité, enfin ça fait un peu cucu ce que je suis en train de dire là, mais il y a vraiment un truc où en fait tu transcendes. C'est comme si tu communiquais directement d'âme à âme avec les gens. Et moi, avec Roland, j'ai tout de suite senti ce truc-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est toujours vrai. C'est-à-dire que
voilà, moi en fait, je crois que je jouerais pas de musique si je jouais pas enfin, je serais pas une grande professionnelle de la musique, je suis pas une grande lectrice ni rien, je suis pas non plus une grande improvisatrice ni quoi, j'ai pas un niveau de dingue, mais par contre, j'ai vraiment besoin de ce rapport-là avec les musiciens avec qui je joue. Donc pour moi, c'est surtout une histoire humaine, d'amitié, puisque c'est une amitié qui ressemble à rien d'autre. Et voilà. Et donc j'ai envie de te dire, Roland Martinez, quoi. C'est quand même ces morceaux qui me font vibrer, que j'aime énormément et qui font que je joue comme je joue aussi, en fait. Beaucoup. Et voilà. Je sais pas ce que c'est l'inspiration, mais j'ai de la musique dans la tête souvent en fait. Et en tant que compositeur, je récupère la musique que j'entends dans ma tête et je la livre à travers Loubélia ou d'autres groupes. Parce que depuis enfant, depuis tout petit, j'entends des choses dans ma tête. Depuis que je suis petit, j'entends même. Ouais, les plus vieux souvenirs d'avoir la musique dans la tête, c'était quand j'étais vraiment jeune, quoi. J'avais 5 6 ans, j'entendais des fanfares de New Orleans, quoi, dans ma tête. Et bon, voilà, je savais pas forcément d'où ça venait, mais j'avais de la musique dans la tête. Donc pour moi, la composition, c'est la suite logique d'avoir de la musique dans la tête, la sortir de ma tête et la mettre dehors, en fait. C'est juste ça, quoi. Après, des fois, on s'amuse à faire des. On part sur une idée. On dit, ah ouais, il faudrait composer ça, alors je me donne la contrainte. Ah ouais, une valse à 8 ans, une valse à 11 ans. Bon, d'accord, je m'amuse avec la contrainte, mais après, il faut quand même. Je peux avoir. Pour composer, je peux partir sur des contraintes, sur un style par exemple et tout, mais il ne faut pas que j'en ai trop, quoi. Il faut que je puisse trouver le mode, la gamme que j'ai envie, la couleur que j'ai envie, pour que je reste dans le plaisir de ça, quoi. C'est pas un travail pour moi. Je le vis pas comme une souffrance, une contrainte dans ma vie, quoi. La composition, ça fait partie de ma pratique, en fait. Je crois que je compose plus. Des fois, il y a des périodes dans ma vie où je compose plus, je passe plus de temps à la composition qu'à la pratique de mes instruments. Parce que ça me botte de passer longtemps sur une mélodie, la travailler comme une matière, la peaufiner, essayer de l'aboutir, trouver une harmonie dessus, passer du temps là-dessus, ça m'amuse en fait. C'est comme un jouet, quoi. C'est pareil, je m'amuse avec ça, quoi. Quand je compose, j'aime bien me laisser surprendre, j'aime bien avoir la sensation que je me répète pas forcément, même s'il y a une couleur. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent maintenant ce qu'on fait, ils peuvent reconnaître mes compositions au milieu d'autres musiques, je pense, petit à petit, quoi, parce que j'ai un univers, je sais pas, qui a peut-être des caractéristiques subtiles qu'on retrouve dans pas mal de mes morceaux, mais après, euh, le truc, c'est qu'il faut que ça me plaise, il faut que ça plaise aux gens avec qui on joue, quoi, tu vois. Et après, les influences, elles sont très nombreuses, quoi. Parce que j'écoute beaucoup de musiques différentes, je tripe pas sur une musique, quoi. Je tripe sur plein de musiques. J'aime me nourrir de musique, j'en écoute régulièrement. Pour moi, c'est une pratique d'écouter de la musique. J'en mets chez moi, je découvre tout le temps des nouveaux trucs, j'écoute des vieux trucs. J'aime bien mélanger des musiques qui n'ont pas forcément des liens euh, euh, officiellement, quoi, de manière vraiment franche et massive. Mais ça se réunit dans ma tête et souvent ça donne des trucs. Mes compositions peuvent souvent entendre dans la même composition ah tiens, c'est la couleur des Beatles, ah ouais, ça couleur un peu musique de l'Est, ah ouais, un peu musique Amérique du Sud, j'en sais rien. Enfin, moi j'en sais rien non plus. Je pourrais pas dire, mais des fois, il y a des gens qui entendent mes morceaux qui disent ah ouais, tiens, ça me fait penser à ce morceau de pop, même, tu vois, pop. Voilà, peu importe en fait. C'est pas du tout un problème pour moi. Le truc, c'est vraiment de me régaler, d'explorer, de, de mettre en forme avec les amis et faire danser les gens ou
les faire écouter, quoi. C'est ça qui me plaît. Alors moi, ce qui se passe, c'est que je connaissais déjà Loubélia. Je connaissais Camille, Roland, Marie. J'avais enregistré un morceau sur leur premier album. Et j'aimais déjà beaucoup la musique de Loubélia. J'étais pas forcément adepte des baltrades et tout ça. Je connaissais pas plus que ça ce milieu-là. Mais par contre, je connaissais déjà leur musique, leur répertoire, et que j'aimais déjà beaucoup. Donc en fait, ça a été assez simple. Il y avait un peu la pression de remplacer Camille, qui est quand même un super trompettiste. Donc ça mettait un peu la barre un peu haut. Et en même temps, le répertoire était très chouette. Du coup, c'était très agréable à apprendre. Ça s'est fait assez rapidement. Et voilà, c'était parti au départ pour remplacer Camille sur une date. Et ça s'est transformé. Finalement, Camille a volé de ses propres ailes pour faire d'autres choses. Et donc, je l'ai remplacé définitivement. Donc c'était finalement assez simple et assez naturel parce que j'avais déjà un peu un pied dedans. C'est pas comme si je les connaissais pas et qu'ils m'ont appelé pour me proposer de jouer avec eux. Il y avait déjà un lien, quoi. Voilà. Donc c'était plutôt simple et agréable. Bulle, c'est notre 3e CD, donc le 2e avec Florent. Hop là. Bulle. Il est né depuis que nous trois, les membres de Loubélia, on habite dans le Tarn. Tous les trois. Avant, il y avait, au début, dans le Tarn, dans la zone où on habite, là, tous, il y avait Florent. Il était installé. Je suis arrivé il y a 3 ans, dans le même village que lui, 3 ans et demi maintenant, ou 4 ans. Et comme on est bien dans le Tarn, à Rabastens, il y a Marie qui habitait à Toulouse. Elle est venue aussi à agrandir notre communauté et rétrécir les distances qu'il y avait entre nous. On s'est dit, tiens, ce 3e album, comment on va l'appeler? Alors ça a été brainstorming, on s'est vraiment posé la question, on a eu du mal à trouver le nom. Et puis finalement, l'image d'un cercle est venue, on s'est dit, ouais quand même, on est rapprochés, on a créé une espèce de bulle, de nid ensemble, et puis il y a le ventre de Marie qui s'est arrondi pendant qu'on faisait l'album aussi. Et puis on était réunis, on a fait une espèce de petit nid aussi dans notre coin. Et on a décidé de l'appeler Bulle là-dessus. À moitié en panne d'inspiration et en moitié en se disant finalement c'est ce qui rassemble le plus d'idées de ce qu'on se fait de notre période, de notre vie de Loubélia maintenant, quoi. Donc on l'a appelé Bulle. Et Bulle, c'est quoi? C'est 11 titres. Oui, en effet, il y a 9 morceaux instrumentaux et 2 morceaux chantés. Grande nouveauté pour les albums de Loubélia, là. Sur les 3, c'est la grande innovation. Il y a 2 chansons où Florent partage le micro sur des morceaux qui sont des reprises. Et donc il chante en duo avec des dames. Et on va pas tout vous dire, peut-être vous le découvrirez en l'écoutant vous-même, quoi, mais c'est des belles invitations, quoi, parce qu'on a plein d'invités sur nos albums, notamment aussi sur Bulle, quoi. Je pense qu'à la moitié, on s'est fait plaisir, on a intégré, on a fait participer des amis musiciens, et on s'est bien régalé pour ça aussi. J'ai envie de dire que, on peut toujours se regarder un petit peu comme ça à travers nos écrans, mais que la vraie vie, avec le vrai contact, ça va être quelque chose d'incroyable quand on va se retrouver. Et je pense aussi que les premières danses, ça va être un truc de fou, quoi. Moi, je pense que je vais pleurer, en fait. Je pense que, c'est une émotion positive, hein, parce que je vais pleurer de joie, mais les derniers concerts que j'ai fait, j'avais mon bébé à l'intérieur, et puis là, mon bébé, il est à l'extérieur. J'en ai fait un paquet de tournées avec lui dedans, et là, il sera à l'extérieur. J'ai hâte de le présenter au monde entier, ce bébé génial. Et puis qu'il voit que ça existe, un festival aussi. Et puis j'ai hâte de retrouver les gens, tous les copains. Voilà, je pense que ça va revenir, il faut rester patient. Et puis, en fait, c'est l'occasion aussi de se poser, parce qu'on est tout le temps un peu en train de courir partout. De se poser, et puis de
se remettre à jouer, peut-être à faire ça différemment en fait aussi pour soi, peut-être cultiver cet espace personnel, ce truc-là, mais dans un cadre plus intime, et puis ça reviendra. Moi en tout cas, je crois pas que le futur ça soit les live streams. J'espère qu'on n'en fera pas, sinon ça veut dire que vraiment c'est la galère quoi. Donc à bientôt quoi, en fait.